Ce début d'année a été marqué par la réforme des retraites. Promise par Emmanuel Macron durant la campagne présidentielle et présentée en janvier en Conseil des ministres, elle comprenait entre autres le recul de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, la disparition de certains régimes spéciaux, ainsi qu'une retraite minimum à 1 200 € pour certains et certaines retraités. Avant même le début de l'examen du texte par l'Assemblée nationale, l'exécutif fait face à une importante contestation sociale. Le 31 janvier, 1,27 million de personnes manifestent selon le ministère de l'Intérieur. La population est assez largement opposée à cette réforme, entre 70 et 80% selon les sondages. Le gouvernement fait le choix d'un PLRFSS, projet de loi rectificatif du financement de la sécurité sociale. Cela lui permet de faire passer la réforme dans la catégorie des textes budgétaires et donc d'utiliser le 49.3 sans restriction. À l'Assemblée, le RN et la NUPES s'opposent au texte. Choisissez le camp du progrès et renoncez à votre réforme. LR appuie officiellement le gouvernement, mais nombre de députés républicains contestent ce choix. Et donc c'est une des batailles que j'ai menées parce que je souhaite que la réforme des retraites ne soit pas une manière de faire en sorte que ceux qui travaillent déjà dur soient condamnés demain à travailler encore plus dur pour financer je ne sais quelle autre dépense sociale. La perspective du rejet du texte pousse tous les partis de la NUPES à retirer leurs amendements d'obstruction, sauf LFI. Le 17 février, les débats se terminent à l'Assemblée nationale sans que les députés aient pu voter. Le 12 mars, le texte est adopté au Sénat avec la procédure du vote bloqué et après une limitation des prises de parole. Après une CMP conclusive, le Sénat adopte la réforme ainsi que l'Assemblée nationale. Le gouvernement fait usage du 49.3. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023. Alors, une motion de censure transpartisane est déposée dans la foulée par le groupe centriste Lyotte, qui est rejetée à 9 voix près avec de nombreuses voix LR. Pour l'adoption, 278. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Les conséquences de cet épisode sont assez larges. En plus de la réforme en elle-même, on remarquera que les syndicats ressortent renforcés et unis, avec des Françaises et des Français qui ont fait la grève pour la première fois à cette occasion. Le 27 juin, un policier tire sur Naël Merzouk, un adolescent de 17 ans, lors d'un contrôle routier à Nanterre. Au départ, c'est la version policière qui circule. Un automobiliste en délit de fuite a foncé sur un policier qui a ouvert le feu pour se protéger. Mais rapidement, cette version est démentie par des vidéos, le policier ayant tiré à bout portant sur le jeune. Dès le 27 au soir, on assiste à des émeutes dans toute la France, et cela jusqu'au 5 juillet. Le bilan est frappant, 6000 véhicules incendiés, 1000 bâtiments dégradés, 700 policiers blessés. Les émeutes auront été plus courtes, mais aussi plus violentes que celles de 2005. 4000 personnes vont être interpellées, dont un tiers de mineurs. Les réactions politiques ne tardent pas à arriver. La majorité présidentielle et la gauche condamnent l'acte du policier, tout en appelant au calme, sauf pour la France insoumise, qui voit en ces événements une révolte plus qu'une émeute. C'est pourquoi, je vous le dis bien franchement, nous avons toujours été contre toute stratégie de violence. Mais nous refusons d'être la brosse à reluire du système qui vient quand ils ont provoqué des dégâts énormes et nous adjure d'appeler au calme. Nous avons dit que nous appelions à la justice. À droite et à l'extrême droite, on va plutôt minimiser, jusqu'à parfois saluer la bravoure du policier. Cet événement a mis en lumière le racisme d'une partie de la police. Le porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a affirmé que c'est le moment pour le pays de s'attaquer sérieusement aux problèmes de racisme et de discrimination raciale parmi les forces de l'ordre. Toutefois, Emmanuel Macron a démenti les accusations de racisme systémique au sein de la police. Cela a aussi permis de mettre en évidence les violences policières avec des débordements pendant les émeutes. Ainsi, plusieurs personnes, qui n'étaient pas forcément des émeutiers ou des émeutières, ont été gravement blessées avec des tirs de LBD dans l'œil ou pire, comme ça avait été le cas pour un jeune homme de 22 ans qui a été passé à tabac par la BAC. Je me suis reçu un impact dans la tête. Et ensuite de là, on a commencé à me frapper. Il y en a un qui était allongé sur moi, donc je pouvais pas bouger. Et il y en a qui m'ont frappé avec les poings, d'autres m'ont frappé avec les matraques. Je me suis fait casser la mâchoire. À plus long terme, il semble qu'Emmanuel Macron a été marqué par cet événement et l'on tient peut-être ici une partie de l'explication sur son récent virage à droite, comme expliqué dans ma chronique. Au moment des émeutes, il a accusé les écrans et les jeux vidéo de rendre violents. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Et récemment, il a annoncé la création d'une commission d'experts sur l'usage des écrans chez les enfants. Nous allons maintenant aborder un sujet plus international et particulièrement dramatique, le conflit entre Israël et le Hamas. Pour bien vous l'expliquer, il faudrait remonter à la création d'Israël, voire plus loin, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo et je n'en ai pas le temps. Donc je vous invite à voir les vidéos du Monde à ce sujet, qui sont très bien faites.
Pour ce qui nous intéresse ici, ça a commencé le 7 octobre 2023 avec l'opération Déluge d'Al-Aqsa. Tôt le matin, les terroristes du Hamas attaquent les kibboutz proches de la frontière, des bases militaires et même un festival de musique. Le bilan est lourd, 1200 Israéliens et Israéliennes sont tués, 200 sont pris et pris en otage, dont une quarantaine d'enfants. La riposte israélienne ne se fait pas attendre. Le 9 octobre, le ministre de la Défense israélien annonce le siège complet de la bande de Gaza, avec la suppression de l'approvisionnement en nourriture, en eau potable et en énergie. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. La stratégie est basée sur des bombardements intensifs. Par la suite, l'armée israélienne rentrera dans la bande de Gaza avec des armes lourdes et des blindés. Il y aura bien une trêve le 24 novembre, permettant la libération de 150 prisonniers palestiniens et 50 israéliens, ainsi que le passage de 200 camions humanitaires, mais elle s'achèvera le 1er décembre. Le bilan de la riposte israélienne est encore plus lourd que celui de l'attaque du 7 novembre. 25 000 personnes, donc 1% de la population de Gaza, sont tuées, dont plus de 5 000 enfants. 1,9 million de Gazaouis sont déplacés, 85% de la population, et plus de la moitié des hôpitaux ne fonctionnent plus. Plus de 80 journalistes sont morts, et comme les reporters internationaux ont interdiction de rentrer dans la bande de Gaza sans contrôle de l'armée israélienne, cela rend la couverture médiatique de ce drame particulièrement compliquée. À l'international, les États-Unis affichent leur soutien sans faille à Israël dès le 8 octobre. Le secrétaire général de l'ONU appelle à un cessez-le-feu et invoque l'article 99 de la charte de l'ONU le 6 décembre pour que le Conseil de sécurité se prononce sur un cessez-le-feu humanitaire. I wrote to the Security Council invoking Article 99 because we are at a breaking point. The eyes of the world and the eyes of history are watching. It's time to act, and I thank you. Les États-Unis mettent leur veto. Dans les pays arabes, la population est très engagée en faveur de la cause palestinienne. On l'a vu avec les manifestations monstres en Égypte. Plus globalement, ce conflit a exacerbé la fracture entre les pays dits du Nord et ceux du Sud global. Ainsi, le 29 décembre 2023, l'Afrique du Sud saisit la Cour internationale de justice, accusant Israël de génocide. Elle demande aussi à la Cour de contraindre Israël de s'abstenir de certains types d'actes à Gaza, ou à faciliter l'accès des Palestiniens à l'aide humanitaire dans le but de prévenir d'un possible génocide. Le 26 janvier 2024, la CIJ ordonne à Israël d'autoriser l'accès humanitaire à Gaza et lui demande d'empêcher tout éventuel acte de génocide sans se prononcer sur le fond de l'affaire. L'Union européenne commence par faire un appel à une pause humanitaire, mais le 18 janvier 2024, le Parlement européen appelle à un cessez-le-feu permanent à Gaza. La position officielle française a évolué tout au long du conflit. Au début, elle soutenait assez fermement Israël, puis elle a commencé à réclamer une trêve humanitaire et finalement un cessez-le-feu. Et il nous faut œuvrer à un cessez-le-feu. Les perspectives de sortie pour ce conflit sont incertaines. Israël n'a pas de véritable plan pour la suite et le président de l'autorité palestinienne est assez décrédibilisé auprès des Palestiniens. De plus, bombarder les civils avec une telle intensité risquerait de remonter les civils de Gaza contre les Israéliens et d'accentuer les tensions. Ceci est un aperçu de l'année 2023, mais elle a été marquée par de nombreux autres épisodes, l'affaire Quatennens, le meurtre de Thomas à Crépol ou la loi immigration. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux.